RCN. Le son de la différence. Oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Pas ça, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la Maison des Sports. On est vendredi, donc comme chaque vendredi, on se retrouve pour parler de sport pendant 1 heure. Je suis comme d'habitude accompagné de mon fidèle acolyte Daniel Michel. Bonjour Daniel. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien. Très content de te retrouver pour une nouvelle émission. Et aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. Nous avons 2 invités dans le studio. On va parler de cyclisme avec Sonia Huguet notamment. Bonjour Sonia. Bonjour. Et également, on va parler de waterpolo avec Anaïs Sabourieux. Bonjour Anaïs. Bonjour. Mais avant ça, j'aimerais qu'on se fasse un petit point sur l'actu. Je sais pas si t'as vu, Daniel, ce qui s'est passé cette semaine, mais on a quand même eu un gros événement, notamment Fabio Quartararo en MotoGP qui a remporté le titre de champion du monde. C'est la première fois qu'un Français est champion du monde, donc il a seulement 22 ans, donc il est promis à un très bel avenir. Je sais pas si tu as vu un petit peu le déroulé de la course, il a terminé 4e et au final il finit champion du monde du coup parce que sur le classement il est tout simplement irrattrapable. Son principal concurrent Francesco Bagnaia a chuté lui, donc ça le met complètement hors course pour le rattraper. Et donc nous avons Fabio Quartararo champion. Qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que ça t'évoque ? C'est la première fois qu'on a un champion du monde de moto. Donc c'est quand même un événement. En plus il est tout jeune, 22 ans. C'est pareil. Donc, je crois que la moyenne d'âge des coureurs elle est assez jeune quand même là. Oui, les coureurs en ce moment en MotoGP sont assez jeunes, inexpérimentés, j'ai envie de dire, même si on sait très bien qu'au fur et à mesure des années, le talent, il y a de plus en plus de talents qui sont performants très jeunes. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que ça s'est passé à Nice. Il est de Nice. Et le maire de Nice, Christian Estrosi, est un ancien coureur moto. C'est c'est rigolo, quoi, je veux dire. Alors, il n'a pas été champion du monde, mais il a fait une belle carrière à l'époque. Donc, moi, je trouve que c'est bien parce que les courses de moto avaient tendance un petit peu à être un petit sous le côté, qu'on en parlait moins depuis un certain temps. On parlait plus du motocross. Tout à fait. Donc, ça va un peu probablement relancer cette discipline au niveau de la France, ce qui est une bonne chose. Alors, d'après ce que j'ai vu, d'après un reportage à la télé, il s'entraîne en Espagne, je crois. Tout à fait. Donc c'est un peu. Ouais. Il s'entraîne en Espagne, il est aussi d'origine italienne, il a des attaches assez fortes avec l'Italie. Moi, ce que j'ai envie de noter, tout d'abord, c'est en effet la MotoGP est en pleine ascension depuis quelques années désormais. On a toujours considéré ce sport un petit peu moins que l'autre sport mécanique qui est le sport roi, la Formule 1. Et c'est vrai qu'on s'intéresse moins aux pilotes de MotoGP et aux courses, alors qu'au final, c'est un événement tout aussi important. Fabio Quartararo, l'an dernier, qu'on a beaucoup descendu justement parce qu'il avait signé avec Yamaha et donc on avait de très fortes attentes l'an dernier quant à son potentiel titre, et l'an dernier il était plutôt décevant, enfin j'ai envie de dire décevant parce que du coup on s'attendait au titre, mais il finit quand même 3e. Et cette année du coup avec Yamaha il parvient à être champion du monde à quasiment à la moitié de la saison, juste un petit peu après la moitié de la saison. Oui. Donc c'est quand même un événement. Ça rehausse, j'ai envie de dire la réputation de la MotoGP française parce qu'on n'avait pas encore de véritables pilote français qui se dégageait et qui prenait un petit peu qui symbolisait justement la moto en France, et donc désormais c'est le cas. On avait un Fabio Quartararo très ému à l'issue de la course, il avait du mal à s'exprimer, du mal à exprimer sa joie. On le comprend, c'est une victoire, c'est une première victoire qu'il attendait énormément, et ça en appelle d'autres du coup parce qu'il n'a seulement que 22 ans. Oui, il a un bel avenir devant lui, hein. Tout à fait. Dans l'actu également cette semaine, donc ça c'était le gros statement, mais on peut parler également un petit peu de football. Toi et moi, je sais qu'on a discuté de Manchester United, on a été assez étonnés de voir Manchester sombrer comme ça en championnat d'Angleterre face à Liverpool le week-end dernier, 5-0, 4-0 à la mi-temps avec une exclusion de Paul Pogba également lors de la seconde période, 15 minutes seulement après son entrée en jeu. Ça t'évoque quoi un petit peu la chute en ce moment de l'Empire mancunien ? Ça m'évoque, je pense que c'est soit un accident, ce qui peut arriver, un match complètement raté, hein, ça arrive, ou soit c'est beaucoup plus profond. Est-ce que c'est pas l'annonce du déclin de Manchester ? Alors c'est à vérifier, je veux dire, dans le temps. Mais
ça m'inquiète un peu parce que c'était quand même une équipe qui était sur le devant de la scène depuis très longtemps, qui faisait partie des meilleures équipes européennes depuis un demi-siècle pratiquement. Hein. C'est vrai. Donc c'est un peu gênant. Bon, ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que l'entraîneur va être viré. Je pense. C'est même étonnant qu'il l'ait pas été encore. Mais le football anglais est en pleine restructuration, hein, parce qu'il faut savoir que ils ont beaucoup d'équipes de très haut niveau, et je pense que dans le contexte financier actuel, je pense qu'il y en a de trop. Donc, est-ce que Manchester ne va pas disparaître ? Je ne pense pas qu'ils vont disparaître. Alors, t'as évoqué beaucoup de choses. Au niveau, je parle. En tout cas, en première ligue, c'est vrai, tu as raison. Il y a de plus en plus de clubs qui sont en train de monter et qui font partie de l'élite. Je pense notamment à Newcastle, qui pour le moment est un club de bas de classement et qui vient de se faire racheter par les Émirats Arabes Unis et qui donc disposera d'une puissance financière de près de 400 milliards d'euros, ce qui est tout bonnement ahurissant. Donc on imagine que les clubs anglais vont continuer de se distinguer des autres championnats justement grâce à tout leur argent. Néanmoins, sur Manchester, alors t'as parlé de leur déclin depuis quelques années. C'est vrai que ça fait 30 ans qu'ils sont au top et que depuis le départ de Sir Alex Ferguson, qui les a entraînés pendant plus d'une vingtaine d'années, on ne retrouve pas cet élan justement. Manchester ne resplendit plus, et c'est d'ailleurs Manchester City qui est devenu le véritable club de Manchester depuis quelques années. Oui. Néanmoins, justement, c'est sur le déclin depuis quelques années, et là, j'avais l'impression que il y avait une espèce de rebondissement, un espoir cette année avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, avec d'autres arrivées, Alex Telles l'an dernier notamment. Manchester a un effectif de renom. Jadon Sancho est également arrivé, très jeune et qui a beaucoup de potentiel. Manchester a un effectif de renom et pourtant ne joue pas bien. Surtout se prend des véritables raclés. Tu as parlé du coach Ole Gunnar Solskjaer qui va à coup sûr être viré après une telle défaite contre Liverpool. Mais est-ce que c'est le véritable déclin de Manchester ? On ne les reverra plus au niveau. Je ne pense pas, parce que ça reste dans le top 3 des plus grandes puissances financières au monde. Donc ils auront toujours de quoi retomber sur leurs pattes. Mais la question de la sportivité, c'est vrai qu'il faut la mettre en lumière, parce que depuis que Manchester a des propriétaires qui ne s'intéressent qu'à l'argent et plus aux résultats sportifs, ça donne le Manchester qu'on a là. Donc même si on a des joueurs comme Cristiano Ronaldo qui arrivent, qui sont des énormes compétiteurs, pour le moment on le ressent pas sur le terrain. Puis Ronaldo, moi je l'ai déjà dit, sa carrière est derrière lui, hein, je veux dire, à 36 ans, une carrière de haut niveau. C'est clair qu'il est plus sur la fin que sur le début. Néanmoins, dire qu'il est fini, moi je suis pas d'accord avec ça. Pas fini, mais bon, il est plus au top niveau, quoi. C'est clair, mais il peut tout de même amener son expérience à un effectif de Manchester qui reste ses acquis, voilà, mais je veux dire, il va pas encore jouer pendant 10 ans, au niveau. Et au-delà de la première ligue, on a vu aussi les classicos cette semaine. On a eu le classico espagnol entre le Real et le Barça, avec un Barça qui était à la peine, comme toujours. Le Real qui prouve sa domination pour le moment. Tu as vu le classico, t'en as pensé quoi du match ? J'ai pas regardé le match, D'accord. Mais je pense que le football espagnol, au niveau des clubs, pas au niveau de l'équipe nationale, est en plein boom. Je veux dire, c'est que ce soit Real Madrid qui a toujours, c'est quand même une équipe qui est au haut niveau depuis très très longtemps. Qui l'a toujours été, même si ça fait 60 ans. Même si au niveau européen, tout ça, c'était déjà. Tout à fait, même si au niveau européen depuis quelques années, ça a un peu diminué. C'est en baisse. On a le Barça qui est quand même aussi en régression pour le moment, avec la crise financière, le départ de Lionel Messi. Ils auront beaucoup de mal à se relever pour le moment de ces grosses pertes. Mais on a quand même vu aussi le classique français entre le PSG et Marseille qui s'est soldé par un 0-0. Le PSG un petit peu endormi, un Marseille qui avait des ambitions mais qui au final se sort très bien de cette confrontation. Tu as pensé quoi du classique français ? Il a été moyen, à mon sens. Le PSG n'est pas au top actuellement. Cette année, ils ont du mal, que ce soit aux compétitions européennes ou aux compétitions nationales. Ils dominent pas les compétitions nationales. Alors, de temps en temps, ils gagnent 5-0, 6-0 contre les équipes moyennes, quoi. Mais globalement, ils montrent pas un talent extraordinaire, et Messi n'apporte pas grand-chose. Non, chaque semaine on dit la même chose. Pour le moment, Lionel Messi. Je continue à le dire. Pour le moment, Lionel Messi a du mal à se mettre en rythme. On a un Neymar également qui est
qui réalise des performances plutôt en dents de scie. Kylian Mbappé, lui, est très présent. À chaque match, réalise de bonnes performances. Néanmoins, le PSG reste pour le moment en demi-teinte. On voit pas un collectif très soudé ni cohérent, ce qui amène du coup des résultats 0-0 contre Marseille, alors qu'ils ont une équipe bien meilleure que celle de Marseille. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a plus de niveau et que l'antagonisme Marseille-Paris revient un petit peu au jour grâce aux contre-performances du Paris Saint-Germain. En tout cas, on a bien parlé de l'actu. On suivra ça de près, bien évidemment, pour vous faire des débriefs dans les émissions hebdomadaires. On se retrouve juste après pour parler de cyclisme avec Sonia Huguet. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Et on se retrouve du coup avec Sonia Huguet pour parler de cyclisme. Bonjour Sonia, on a déjà fait la rencontre entre guillemets en début d'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est là du coup pour parler de ton ancienne carrière de cycliste professionnel, de ta reconversion et puis de ce que tu fais maintenant. Alors tu as été cycliste professionnel de 1994 à 2005. La première question que j'ai envie de te poser, c'est maintenant avec près de 15 années de recul, un petit peu plus même sur après ta carrière professionnelle, quel regard tu portes sur cette expérience où tu as été sportif de haut niveau? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Écoutez, c'est vrai que j'ai commencé le vélo assez tard grâce à mon papa. Je pensais pas faire la carrière que j'ai fait. C'est surtout grâce à mon employeur et mon détachement qui m'a permis en fait d'avoir l'esprit libre et d'être financièrement indépendante. Donc j'ai pu me lancer à fond dans une carrière de sportive de haut niveau. Alors à l'époque, effectivement, il n'y avait pas d'équipe professionnelle bien structurée comme maintenant. Donc moi, je courais essentiellement en équipe de France. Voilà, j'étais vraiment mise à disposition et je faisais toutes les compétitions internationales avec l'équipe de France, en fait. Donc, on peut le dire. D'ailleurs, tu as remporté la Flèche Wallonne avec l'équipe de France en 2004. T'as été championne de France à 5 reprises également. Donc, t'as quand même une carrière de renom avec un palmarès assez conséquent. T'es la seule également. Alors, je sais pas si vous êtes plus que deux. Peut-être qu'il y en a eu d'autres et que je suis mal informé. Mais tu es la seule Française qui a gagné une étape en Coupe du Monde avec Pauline Ferrand-Prévot. T'as été la seule pendant longtemps. Je sais pas si tu te rends compte de ce palmarès quand même, parce que tu parles naturellement de ton parcours de cycliste sans évoquer toutes ces récompenses, alors que c'est quand même des choses très importantes. Oui, c'est vrai que je suis vraiment fière de mon parcours, mais c'est vrai qu'à l'époque, on était un petit peu anonyme en fait. Alors si, c'est vrai que j'avais tous les dimanches, j'avais mon petit article dans la presse, mais on n'avait pas les médias, les réseaux sociaux comme maintenant. Donc c'était assez difficile déjà d'être mise en avant. Donc ça passait un petit peu, j'étais un peu inconnue. Enfin, j'étais connue des cyclistes, c'est sûr, du milieu cycliste. Mais après, au-delà, pas au-delà. Et puis, c'est vrai que je suis quand même de l'époque Gianni Longo, qui, du coup, avait vraiment, elle, était sur le devant de la scène, et nous, on était vraiment dans l'ombre. Faut savoir, je crois que j'ai fait 7-8 fois deuxième derrière elle. Par Gianni Longo, on n'était pas du tout connus. Ouais, Gianni Longo avait un petit peu tous les projecteurs braqués sur elle. J'ai envie de dire, c'était un petit peu comme Raymond Poulidor qui lui était l'éternel second mais voilà. Toi, tu as quand même gagné beaucoup de courses. Est-ce que aujourd'hui, t'as l'impression que ça t'a aidé dans ta vie, aujourd'hui, maintenant, avec 15 ans de recul, t'es maman, tu es enquêtrice. Est-ce que le fait d'avoir été sportif de haut niveau et d'avoir gagné des grandes épreuves, ça t'a permis de passer des caps potentiellement dans ta vie, dans ta personnalité? Oui, tout à fait. Enfin, j'ai toujours cet esprit et cette envie de bien faire dans tout ce que je fais. D'ailleurs, j'ai pas abandonné le sport, loin de là, même si je fais plus de vélo parce que c'est trop chronophage et j'ai peu de temps. Je fais beaucoup de courses à pied. J'ai fait le marathon de Metz il y a 15 jours d'ailleurs. Donc je reste toujours, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de donner toujours le meilleur de moi-même. Et oui, ça m'a aidé, je pense, dans ma relation avec les autres. J'ai aussi l'impression que le fait de m'être épanouie dans le sport et d'avoir été à haut niveau, du coup, c'est pas que j'ai pas, comment m'exprimer, j'ai pas de frustration en fait. Je sais que au niveau professionnel, nous on est dans un métier où on a affaire à une hiérarchie. Donc c'est vrai que là actuellement moi je suis au bas de l'échelle quoi. Mais quelque part ça me pose aucun problème puisque j'ai été la meilleure dans ce que je faisais. Donc finalement j'ai pas de frustration et je suis bien dans ce que je fais.
Alors le Tour de France féminin réapparaît. Ça s'appellera le Tour de France, hein, parce que l'ancienne, c'était, je sais plus comment. C'était la grande boucle. C'était la grande boucle, Oui. ils appelaient ça, puis ça avait été interrompu parce que ça ne marchait pas. Bon, est-ce que ça va mieux fonctionner maintenant? Alors moi je trouve que effectivement c'est une grosse avancée. Oui. Alors avant que moi je fasse du vélo, il y avait déjà effectivement un Tour de France féminin où les filles couraient avant les hommes. Oui. Ça s'était arrêté. Après effectivement on a eu la grande boucle féminine. Alors c'était compliqué. Hein. L'organisateur faisait avec ce qu'il avait, les moyens du bord. Oui. Moi j'ai participé à une grande boucle l'année où j'étais championne de France. Je vous avoue que c'était un petit peu la galère. Voilà. Après il faisait avec. Finalement des bons et des mauvais parce que tellement de galères que voilà ça reste des anecdotes qui vont rester parce que effectivement on était dans des galères. Là je trouve que c'est vraiment voilà une grosse avancée pour le cyclisme féminin. On a alors c'est vrai que j'ai vu beaucoup de critiques parce que certains disent oui mais il y a qu'une semaine, on prend les filles voilà, on les sous-estime, mais non mais c'est génial, il faut que ça commence au moins une semaine. Dans d'autres pays, comme par exemple en Italie, on a le Giro d'Italie qui existe déjà depuis longtemps, qui dure certes 2 semaines, mais voilà, c'est un bon début. Ça va être une mise en avant, une mise en lumière pour les filles. Elles ont besoin de ça, elles le méritent. Tout à fait. Le Tour d'Italie et avec du coup maintenant le Tour de France qui sont les 2 seuls tours féminins vraiment majeurs, en attendant potentiellement une Vuelta féminine. Alors le Tour de France, on l'a dit, du coup ça fait 12 ans qu'on n'avait pas eu d'édition, c'était depuis 2009. Là ça revient avec une semaine, 8 étapes qui démarrent aux Champs-Élysées le 24 juillet 2022, donc juste après la course des hommes. Qu'est-ce que tu attends toi de ce Tour de France? Marion Rousse, on sait, est présidente de cette édition, la copine de Julien Lafilippe, même si c'est anecdotique, mais qu'est-ce que tu attends de cette nouvelle édition? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de femmes et moi je trouve que c'est bien, ça fait un bol d'air frais pour le cyclisme de voir à nouveau des silhouettes féminines disputer la course. Je crois que là, elles ont quand même prouvé, notamment lors du dernier Paris-Roubaix, qui a été quand même vraiment très médiatisé, très mis en avant, que voilà, sur un vélo, certes, ce sont des femmes, mais ce sont des cyclistes et des guerrières avant tout, au même titre que les hommes. Et je crois qu'elles vont montrer un beau spectacle. On a toujours l'impression que voilà, les femmes savent moins courir, mais non, il y a beaucoup de tactiques, beaucoup d'investissements, et je pense que beaucoup vont être surpris. Ça va être un aussi beau spectacle que les hommes parce qu'elles vont vouloir se mettre en avant. Et elles vont donner du spectacle, c'est sûr. Bien évidemment, et d'ailleurs, aux mauvaises langues qui considèrent qu'une semaine c'est trop peu ou quoi, on a quand même des étapes de plus de 130 km pour les cyclistes, donc c'est assez conséquent. Également, on a des récompenses financières qui seront entre guillemets proportionnelles à celles que sont données les hommes, donc aux sommes que les hommes reçoivent, donc moi je trouve ça plutôt très bien. Et voilà, je vais revenir un petit peu sur toi. Tu t'es retiré du coup du monde du cyclisme en 2008 après plus d'une dizaine d'années au haut niveau. Alors beaucoup croient que tu t'es reconverti ensuite en tant qu'enquêtrice, mais tu étais déjà gardienne de la paix auparavant. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu cette double vie que tu mènes? Parce que c'est un peu inédit, on voit pas toujours des sportifs de haut niveau qui mènent une double vie à côté. Donc tu étais gardienne de la paix avant, puis désormais tu es devenue enquêtrice. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Alors, en fait, quand je suis rentrée dans la police nationale, j'avais toujours le statut haut niveau. Donc ce qui m'a permis d'être détachée. Donc j'étais effectivement gardienne de la paix, mais je n'exerçais pas. Voilà, je devais représenter la police nationale. J'essayais c'était pas un contrat image non plus, mais j'étais là pour essayer de montrer une bonne image de la police, mais que j'exerçais pas du tout. Donc en fait, après 2008, quand j'ai arrêté ma carrière sportive suite à ma non-sélection pour les JO de Pékin, j'ai dû reprendre le travail. Donc là, voilà, j'ai été affectée en bureau de police et j'ai commencé mon travail d'enquêtrice. Okay. Mais c'est vrai que je n'ai jamais eu à mener de front le sport et ma vie professionnelle. D'accord. Voilà, j'étais exclusivement. En fait, j'étais mise à disposition, si vous voulez, pour le ministère Jeunesse et Sport. Ok. Aujourd'hui, du coup, désormais, vas-y, Daniel. Oui. Où se situe le cyclisme féminin en France? À quel niveau quoi, au niveau international? Oui. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué. On a des filles comme Audrey Cordon-Rago, voilà, qui sont quand même tout le temps sur le devant de la scène et qui sont dans des grosses équipes pro.
Mais c'est vrai que la France n'est pas une nation dominante. Mais ça va venir. Il y a plein de jeunes pousses là qui sont vraiment prometteuses. Et puis c'est vrai c'était vraiment dominé. Les deux grosses nations sont les Hollandaises et les Italiennes qui écrasent tout depuis plusieurs années. Et puis de temps en temps, c'est vrai que voilà, on a une petite Française qui arrive à faire un coup d'éclat et gagner une étape sur une grande course. Mais ouais, c'est pas évident. On a les Belges aussi qui sont souvent au rendez-vous, mais en effet, c'est plutôt les Pays-Bas. Tu as parlé justement de ta reconversion, donc désormais tu es enquêtrice à temps plein, si je puis dire. Est-ce que, c'est une question un petit peu loufoque, mais est-ce que tu perçois des similitudes entre la pression parfois que tu subissais dans le sport de haut niveau et celle que tu peux ressentir dans ton travail au commissariat? Est-ce qu'il y a des choses dans ton sport à l'époque qui ont pu t'aider désormais maintenant dans ta manière de gérer des enquêtes ou des affaires problématiques? Alors c'est vrai, oui. Maintenant que vous me le dites, effectivement. Alors c'est vrai que moi j'ai choisi donc d'être, d'un contre-qui. Disons que je suis dans un service où je n'ai pas à agir en urgence. Voilà, je fais pas de flagrant délit. Donc effectivement, j'ai des enquêtes, ça doit être préparé, ça doit être voilà. Et c'est vrai que on retrouve un petit peu ça dans le sport de haut niveau où tout était quand même calculé, les entraînements, voilà, ça c'était prévu, faut que ça se passe comme ça, il faut faire les choses dans l'ordre, il faut être très rigoureux. Et c'est peut-être cette rigueur que je retrouve. Voilà, j'ai jamais aimé travailler dans l'urgence. Voilà, je préfère des choses bien établies et préparées, être organisées. Donc c'est peut-être cette organisation que je retrouve. Voilà, c'est peut-être un peu la similitude qu'il y aura entre les deux. Alors moi, je vais parler d'une chose qui risque de blesser, c'est le dopage. Oui, on y arrive forcément quand on parle de vélo. Parce qu'on parle de dopage au niveau des garçons, quoi, je veux dire. On n'en parle pas du tout au niveau des filles. Alors, est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? Je pense que oui, comme chez les garçons, certaines filles, effectivement, doivent tricher, évidemment. Alors après, je dirais... Alors moi, à mon époque, effectivement, on savait quelle fille trichait, physiquement ça se voyait, il y avait des résultats, oui, ça se voyait physiquement, et puis, mais j'allais dire, il y en avait très peu parce que il y avait tellement, peu d'argent à gagner que finalement, je pense que se doper, ça doit coûter de l'argent et puis il y avait pas d'organisation, il y avait pas de structure. Je pense que quand même. Quand on voit les grandes affaires de dopage, c'est quelque chose de structuré. Il y a voilà, et il y avait pas. Je pense qu'il y avait beaucoup moins de dopage dans le cyclisme féminin parce qu'il n'y avait pas de structure et pas d'argent à gagner. Alors c'est vrai que maintenant qu'il y a de l'argent à gagner, c'est un gros progrès, une grosse avancée, mais est-ce que ça va pas, peut-être inciter à certaines dérives? Je sais pas. Oui, parce que dans certains sports, les féminines sont également concernées par le dopage. J'ai eu la natation il y a quelques années avec les pays de l'Est notamment. D'autres sports aussi, le ski, je crois, a eu des problèmes. Donc, c'est vrai que... Ah oui, il n'y a pas de raison que le cyclisme soit épargné. D'ailleurs, le cyclisme masculin est tellement... D'ailleurs, on est tellement focalisé sur les cyclistes que voilà, il y a pas de raison qu'on soit épargné. Mais c'est vrai qu'il faut savoir, on est aussi un des sports les plus contrôlés. Oui, clairement. Moi, il m'est arrivé en Italie à 6h du matin d'être réveillé parce qu'on appelait les suceurs de sang pour venir nous faire un contrôle sur l'hématocrite. Voilà, et je me rappelle, moi, de tennisman, il n'y a pas si longtemps, qui avait refusé de jouer sur un grand tournoi s'il y avait des contrôles. Ils ont gain de cause, il n'y a pas de contrôle. Donc, voilà, deux poids, deux mesures, quoi. Oui, c'est vrai. Les cyclistes, quand même, se plient à la politique antidopage et sont très, très contrôlés. Oui, tout à fait, notamment grâce à l'affaire de dopage la plus connue de tous qui a fait fiasco chez les hommes. Mais le dopage est présent de toute façon dans tous les sports et sera toujours un fiasco partout. T'as parlé justement des contrôles que tu subissais à l'époque. Tu as parlé également des moyens qui ont évolué. Est-ce que le cyclisme est un sport qui a énormément évolué depuis l'époque où tu le pratiquais? Quel regard tu portes justement sur cette ascension, parce que le cyclisme continue de monter en France, et quel regard tu portes sur ces évolutions, sur le fait qu'il y a beaucoup plus de médias, beaucoup plus d'investissements, d'infrastructures aussi, de moyens qui sont mis à disposition des cyclistes? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Oui, c'est vrai que, ça peut être que un bien. Il faut savoir quand même chez les hommes, certains professionnels à une époque, ou même il n'y a pas si longtemps, avec que 1 500 € par mois, quoi, en dehors des primes. Donc c'est quand même un peu l'ail pour vivre, surtout quand on fait un sport aussi difficile.
Donc voilà, mais on voit qu'il y a de l'argent partout. Enfin là, quand on entend des sommes astronomiques, là vous en parliez tout à l'heure dans le foot, voilà, je pense qu'il y a de l'argent également qui peut être mis dans le cyclisme. Et en plus, on voit, notamment dans le cyclisme féminin, que ça plaît aux gens, quoi. Les gens, ils aiment regarder les filles sur un vélo. C'est du beau spectacle. Et plus les médias s'intéresseront aux filles, et plus il y aura de remontées financières. On a parlé du cyclisme en France, mais dans le secteur, est-ce qu'on a des équipes, à part les cow-boys là, qui ont monté une équipe féminine de assez haut niveau d'ailleurs? Il n'y a pas beaucoup de cyclisme féminin en Meurthe-et-Moselle. Non, là, alors c'est vrai que, enfin, je suis un petit peu comme ça de loin, mais moi déjà à l'époque, il y avait, voilà, je faisais partie d'un club qui était l'UCBH, c'est à Saint-Avold. On était une équipe de filles, voilà, nous déplaçaient un petit peu partout sur les courses nationales notamment. Mais c'est vrai qu'il y a une très faible densité il y a très peu de cyclistes, il y a de moins en moins de courses dans le secteur, il y a pas beaucoup de filles. Faut savoir quand même que c'est un sport de riche, quoi, si je peux dire. Le cyclisme coûte quand même très cher, quoi. Oui, c'est vrai, un bon vélo, j'allais dire, faut pas même mettre moins de 4 000 €. Une bonne paire de chaussures. Enfin voilà, le cyclisme est quand même un sport qui coûte très cher à la base, donc c'est pas à la portée de toutes les bourses. Bien sûr. C'est pas une paire de baskets comme ça, voilà. Tout à fait. Alors maintenant, du coup, t'en as parlé, tu fais désormais de la course à pied, t'es licencié, si je me trompe pas, à Toul. Le vélo, c'est complètement terminé? Alors oui, je suis licenciée à Toul. Là, ça fait 5 ans maintenant. Donc je m'étais dit plus jamais de compétition parce que j'avais plus envie de me faire mal. Je me suis assez fait mal sur le vélo, c'est fini. Puis en fait, j'ai goûté à la course à pied, j'adore ça, donc c'est reparti. Donc oui, la question c'était... Est-ce que le vélo c'est complètement terminé désormais? Alors c'est pas complètement terminé parce que voilà, justement, des fois entre deux séances un petit peu difficiles, je prends mon vélo pour aller faire une petite sortie VTT ou un petit tour de vélo. Mais c'est rare parce que sortir le vélo pour moins de 2 heures, ça sert à rien. Voilà, j'ai pas toujours le temps, donc mais quand il fait beau, j'aime bien encore prendre le VTT, aller faire un petit tour dans les bois. Et la course à pied, alors tu dis tu t'es remise à la compétition, est-ce que tu as des objectifs ou c'est simplement par loisir pour te continuer à t'entraîner et à pratiquer du sport? Alors j'ai des objectifs personnels, on va dire. Voilà, j'essaie toujours d'améliorer mon record, que ça soit sur 10 km ou marathon. Ou voilà, semi-marathon, donc je progresse encore un petit peu, même à 46 ans, j'ai encore un petit peu de marge, donc c'est vrai que je suis toujours focalisée sur le chrono. Et puis quand je verrai que les chronos baissent plus, peut-être que je me tournais sur quelque chose un peu plus nature, le trail, mais toujours envie d'être la première et d'être dans les premières, ça va pas changer. Oui, le cyclisme a beaucoup évolué. Moi, j'ai souvenir du Tour de France quand il arrivait à Nancy il y a quelques années, où les coureurs rentraient à l'hôtel avec leur vélo. Je me souviens même des grands coureurs. Je me souviens de Charlie Beauté, même Bernardino, il rentrait à son hôtel en vélo. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Je dirais, maintenant, ils ont des bus, ils ont tout ça. Et ça a été, je crois que le vélo s'est un peu coupé de la population à cause de ça, quoi. Je pense ça a été un peu dommage. Ça a commencé avec Armstrong quand il avait ses gardes du corps qui étaient autour de lui, qui rentraient dans son hôtel, tout ça. Est-ce que c'est pas quelque chose un peu gênant, ça? Oui, c'est vrai que d'un point de vue comme ça extérieur, quand on y pense, ça fait très. Oui, c'est vrai qu'il y a plus ce rapport et ce lien avec avec les gens. Les gens, ils viennent au bord de la route, ils ont envie de toucher les coureurs, discuter avec eux. Et c'est vrai que les têtes d'affiche, dès la course terminée, montent dans le bus et puis au revoir. Ils sortent plus. Oui, c'est vrai que ça casse un petit peu le lien avec le public, ça peut être un peu dommage. Surtout que parfois, même nous à l'époque, des fois on avait une dizaine de kilomètres pour rejoindre l'hôtel et on le faisait en décontraction parce que ça fait toujours du bien. Mais là, je crois que on est vraiment dans une ère de la performance où on en arrive à tellement tout mesurer, même leur taux de glycémie là. Je trouve qu'on part dans des délires un peu que là la moindre seconde de récupération est importante et donc voilà, ils cherchent vraiment tous les moyens pour récupérer au maximum. Et donc c'est tout de suite aller dans le bus, manger des pommes de terre, s'allonger, se doucher et voilà. Donc, oui, c'est vrai. Et même il fut un temps, on pouvait accéder aux coureurs. On pouvait leur téléphoner et tout ça. Alors que maintenant, moi je sais que la dernière fois que le Tour de France était arrivé à Nancy, il y a 2-3 ans,
on avait voulu joindre Bardet. Eh ben, il faut passer par une attachée de presse, et on n'a plus accès à eux directement. Ouais. Je veux dire, c'est un peu gênant. Oui, ça s'est starisé. Oui. C'était vraiment, c'est vrai que le cycliste c'était quelqu'un de populaire, on lui tapait dans le dos, et maintenant c'est devenu des stars. Et c'est vrai qu'on peut plus les approcher. C'est vrai que ça, ce côté-là, c'est assez dommage. Ouais, c'est dommage, ça nous empêche de créer un véritable lien avec les cyclistes. Ça fait aussi partie des évolutions du cyclisme. Merci en tout cas Sonia de nous avoir apporté ton regard sur tous ces éléments, de nous avoir parlé de ta carrière, c'était un plaisir. On se retrouve dans un instant pour parler du Grand Nancy Aquatic Club et de waterpolo avec Anaïs Saborio. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Mo Bamba qui est d'ailleurs un joueur du Magic d'Orlando. En tout cas, on va pas parler de NBA aujourd'hui, mais on se retrouve pour parler de waterpolo et du Grand Nancy Aquatic Club avec Anaïs Saborio. Bonjour Anaïs, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. C'est tout à fait normal. Alors avant qu'on se concentre un petit peu plus sur toi et sur ton parcours dans le waterpolo, j'aimerais qu'on rentre directement dans le vif du sujet et qu'on parle du NIAC. Alors c'était la trêve du coup, enfin si je peux l'appeler comme ça, vous avez eu un mois de césure où vous n'avez pas pratiquer la compétition. Comment tu te sens là, l'idée de revenir du coup dans la compète? Vous avez match demain. Pour le moment, les 2 premiers matchs se sont soldés par une défaite contre l'INSEP, puis ensuite une victoire au 2e match. Comment tu te sens du coup à l'aube du 3e match? C'est sûr que après un mois sans avoir match, ça va faire plaisir de rejouer déjà, et puis ça va donner l'envie de gagner, enfin de se surpasser. Et c'est vrai que c'est pas facile d'avoir joué un mois, enfin de ne pas avoir joué un mois sans jouer, mais là on va être motivé, on va vouloir tout donner et on va se faire plaisir en tout cas. Est-ce que vous êtes quand même entraîné pendant ce mois-là où il y a eu une déconnexion complète de l'effectif? Comment ça s'est passé? Vous avez quand même travaillé pour revoir les repères, etc. Ouais. Oui, on continue toujours à s'entraîner au maximum, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de match que les entraînements s'arrêtent ou on s'entraîne moins. Après, par rapport à notre collectif, c'est vrai que beaucoup de filles viennent d'ailleurs, parce que on est un collectif assez qui est un peu pas partout dans la France, mais qui vient un peu de droite à gauche. Mais on se retrouve, on essaie de se retrouver au maximum pour travailler le collectif, comme surtout là les vendredis avant les matchs, on va travailler ensemble pour revoir les tactiques, la technique, et pour réviser un peu par rapport pour le match qui va venir demain. Contre Lille, du coup, demain à domicile. Alors, on en a parlé pour le moment des 2 premiers matchs, c'était contre l'INSEP et contre Bordeaux. Ouais. On a parlé également du collectif. Est-ce que tu sens qu'il y a une progression, une montée en puissance de l'équipe? Tu as parlé justement de celles qui sont arrivées cette saison. Forcément, au début, il y a toujours des choses à revoir pour que le collectif se mette bien en place, que l'alchimie soit efficace. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une progression à ce niveau-là et que là, vous montez en puissance avant le 3e match? Je pense que oui, puisque là, ça fait à peu près 3 ans qu'on a à peu près le même collectif et qu'on travaille beaucoup ensemble, et donc on fait que de progresser et s'améliorer. Donc je pense que on commence à venir sur quelque chose de concret. Après, on a d'arriver de nouvelles joueuses, mais elles s'adaptent très vite, et aussi le départ d'autres joueuses, mais on arrive à s'adapter très bien, et je pense que on peut réussir à faire quelque chose. Tout à fait, surtout que le 2e match s'est soldé par une victoire quand même assez écrasante contre Bordeaux, même si Bordeaux est probablement l'équipe la moins forte de ce championnat. Quand même une victoire nette et sans bavure, 16-6. Sur le 3e match, là du coup vous jouez contre Lille qui pour le moment est 2e du championnat. On s'attend forcément à une rencontre de plus haut niveau que celle contre Bordeaux. Comment tu vois Lille? Comment est-ce que tu sens le match de demain? Est-ce que tu penses que vous avez vos chances, ou tu le vois comment? Lille, c'est les premières en fait. Ça fait un petit moment qu'elles sont premières, et c'est beaucoup, c'est très physique, très rapide. Ça va pas être facile, je pense, comme match. Après, nous, de notre côté, on va tout donner. Ça sera plus un match où on va, je vais pas dire, match d'entraînement, mais pour réviser nos tactiques, pour accéder plutôt à
à d'autres, pour nous entraîner sur les autres matchs plus accessibles et mais par contre, ça sera un match très physique, je pense, et très intense. Oui, donc Lille, comme Nice, fait partie des meilleures équipes du groupe, je pense, non? Oui, c'est ça. Donc ensuite, donc vous avez 3 matchs d'affilée, pratiquement. Ouais, après on va jouer pratiquement tous les week-ends. Oui, donc, vous jouez ensuite contre Choisy-le-Roi chez eux. Choisy, donc, ouais. Ce sera à mon avis plus facile, là, je pense. C'est pas la même intensité, c'est Oui. pas le même niveau aussi. C'est pas le même niveau, ouais. C'est vrai que Lille, c'est des filles qui s'entraînent 2 fois par jour, tous les jours. Professionnels, oui. Voilà, et c'est beaucoup d'étrangères aussi qui viennent de plusieurs nations. Après, elles s'entraînent souvent ensemble, c'est ce qui fait leur force aussi, et qu'elles s'entraînent beaucoup d'ailleurs. Mais ouais, voilà. Elles sont très physiques, en tout cas, comme tu l'as dit, Ouais. c'est la meilleure défense actuellement du championnat avec seulement 6 buts encaissés, comparé à la deuxième meilleure défense qui a encaissé 14 buts, l'INSEP. Ça fait quand même un beau petit écart, donc on s'imagine ça va être dur de leur marquer des buts, mais vous êtes sur vos terres, donc il y a toujours moyen de faire quelque chose. Tu l'as dit, ensuite le prochain match ce sera contre Choisy-le-Roi, un petit peu match de césure avant d'affronter à nouveau 2 énormes rendez-vous contre Nice, qui est aussi une très solide équipe comme Lille, et puis contre Mulhouse, qui a aussi un très fort effectif. Comment tu vois les prochaines échéances qui vont arriver pour le NIAC? Contre Mulhouse, ça sera un peu le match un peu serré pour pouvoir, pour nous qui sont un peu décisifs pour savoir si on va monter en poule haute ou pas, parce que cette année on reprend un système de poule en fait, et dès que, d'abord il y a les matchs aller-retour, Oui. et après en fonction des résultats, on voit si on monte en poule haute ou en poule basse. Et nous, on est un peu, je vais dire à peu près le même niveau que Mulhouse, même si c'est une nouvelle équipe. On les avait déjà joués en entraînement, en match d'entraînement. Et c'est vrai que ça accroche, c'est à peu près pareil. Et du coup, ça sera le match où il faudra qu'on donne tout pour pouvoir monter en poule haute, pour essayer de faire, être dans les 4 premiers. Et faire le meilleur, quoi. Oui, parce qu'en poule haute, il y a 4 équipes en poule haute. Oui, c'est ça. En fonction des résultats, ce sera sans doute Lille, Nice, l'INSEP, et soit Choisy, nous ou Mulhouse, et Bordeaux. Et Bordeaux aussi. Et ça sera un peu les matchs. Faudra se battre pour avoir notre place, quoi. Ça va jouer entre vous. Je pense que ça va Mulhouse, jouer entre. Oui, c'est ça, entre Mulhouse, Choisy, Bordeaux et nous. Oui. Mais bon. Et ensuite, les 3 premières sont qualifiées pour l'Europe. Pour la Coupe d'Europe. Oui, donc l'INSEP ne peut pas la jouer. Donc normalement non. Après. Si vous êtes dans le top 4, oui, c'est ça. Il y aurait possibilité qu'on. Vous avez pratiquement toutes les chances d'aller en Coupe d'Europe, parce que finalement, eux étant exclus de la Coupe d'Europe, les 3 premières iront, quoi, je veux dire. Donc ce serait quand même un événement. Ce serait quand même un événement, un grand événement, et c'est pas facile aussi d'aller en Coupe d'Europe. C'est pas donné à tout le monde, et c'est contre des grosses équipes. C'est un bon niveau et qui est quand même différent, parce que même Lille est en première, quand elle joue en Coupe d'Europe, c'est pas facile pour elle. Donc c'est vraiment des grosses nations, et le niveau est élevé, quoi. Ouais, ça joue en match aller-retour ou en mini-championnat? Non, il me semble que c'est en Coupe d'Europe, il y a plusieurs matchs sur quelques jours. Oui. C'est des matchs couperés, en tout cas, du coup, avec des équipes qui n'ont que de grandes ambitions. On vous le souhaite, en tout cas, d'accéder en compétition européenne. C'est tout le mal qu'on espère. On a parlé, du coup, prochain match contre Lille. Est-ce que tu penses qu'il y a une opération un petit peu à faire au classement? Parce que, du coup, Lille est 2e avec 6 points. Si vous les battez, vous allez vous les égaler au niveau des points, et du coup, vous revenez à nouveau dans le top du classement. Est-ce que tu vois ça un petit peu comme une occasion, justement, de crever l'écran, si je peux dire ça comme ça? Après, nous, je pense que plus le match contre Lille, ça va faire, essayer de vraiment travailler ensemble, de se remettre dans le bain, et de faire le meilleur, de se prendre le moins de buts possible. Gagner, je pense, ça va être compliqué, sincèrement, mais essayer de maintenir, je vais dire éviter la casse. C'est pas trop ça, mais
de se prendre le moins de buts possible déjà Ouais, pour ouais. le goal average aussi. Oui, Après, oui. ça peut être important. Ça peut être important. Et de travailler surtout en équipe pour les prochains matchs. De continuer sur la même lignée aussi Oui, que le voilà. match contre Bordeaux, j'imagine, où clairement vous étiez meilleur contre le match contre l'INSEP. En tout cas, on a bien parlé du NIAC. On donne rendez-vous du coup évidemment demain à 19h à tous nos auditeurs. On vous conseille d'aller voir ce match contre Lille du coup qui sera un grand événement. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus de toi maintenant. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment déjà t'es devenu, comment tu t'es prise de passion pour le water-polo, comment ensuite t'es devenu sportif de haut niveau, et est-ce que tu as des ambitions à terme dans le water-polo, devenir international, des choses comme ça? D'abord moi j'ai commencé, je faisais de la natation. Après j'en avais un peu marre de faire des longueurs, j'avoue. C'était pas Pas assez du de coup compétition. oui, j'en avais vraiment un peu marre et j'ai trouvé le water polo qui m'a vraiment plu. J'ai joué d'abord dans un club de garçons, donc à Thionville, c'était pas très loin de chez moi et donc quand j'ai eu l'âge, en fait, quand on a un certain âge, on est obligé de jouer avec des filles. Je suis rentrée en sport-études à Nancy, là où j'ai trouvé... en fait, à la base, j'étais dans l'autre club à la SPTT et j'étais en sport-études à Georges de la Tour. Et après, je me plaisais plus dans ce club-là, donc j'ai trouvé le Grand Nancy qui était l'autre club à côté. Donc j'y suis rentrée en 2016. Et là, je continue avec eux parce que je m'y plais bien, etc. Et pour les ambitions, est-ce que tu as des ambitions avec mon équipe, mes ambitions et nos ambitions collectives, ça serait d'atteindre le top 3 du championnat de France. Et moi, toujours donner le meilleur de moi-même et essayer de faire tout pour l'équipe. Après, par rapport à... Est-ce que tu te fixes des objectifs, par exemple, par rapport à l'équipe de France? Est-ce que tu as envie de rentrer dans des clubs qui sont peut-être qui ont une plus grande envergure que le club de Nancy actuellement? Est-ce que tu as envie de monter, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, ou tu considères le club de Nancy et le water-polo que tu pratiques actuellement, ça te convient et tu t'adaptes à ça? Moi, en fait, oui, mon club de Nancy me convient. Après, j'ai eu des propositions pour aller dans d'autres clubs, mais j'ai refusé parce que je me plais vraiment au Grand Nancy Aquatic Club. C'est mon club de cœur, on va dire. Et je vais progresser dans ce club. Après, je pense pas changer de club à l'avenir, même pour l'équipe de France. Après, c'est un choix que j'ai fait et je vais dire que je vais rester dans ce club-là. Et après, pour l'équipe de France, normalement, quand ils font des sélections, ils devraient en prendre dans les différents clubs. Après, on verra par la suite si je serai encore sélectionné ou pas. Ouais. Par rapport, je ne sais pas si normalement on ne devrait pas faire par rapport au club, mais on verra bien. Parce que tu joues en équipe de France aussi. Toujours, pour l'instant, j'ai fait beaucoup des équipes de France jeunes, oui. des stages avec l'équipe de France A. Et là, en ce moment, il n'y a pas encore trop les stages pour les compétitions, donc à voir s'ils me rappellent ou pas. Donc je sais pas trop, parce qu'en fait, ils nous appellent ou ils nous appellent pas et Oui, donnent pas. C'est assez spécial en fait. Parce qu'il y a quand même les Jeux Olympiques. Oui, il y a les Paris, Jeux Olympiques bientôt. Où l'équipe de France sera forcément qualifiée. Donc, on est beaucoup dans le projet. Après, c'est les entraîneurs qui décident. Oui, c'est l'entraîneur qui décide. Voilà. Oui, donc l'équipe de France, c'est toujours Après, oui, c'est toujours un objectif pour oui, moi, pour atteindre, comme beaucoup de jeunes athlètes, je veux dire le rêve, mais pour faire les Jeux qui vont arriver bientôt, en sachant que nous, on va y participer au water-polo. Donc c'est sûr que c'est un objectif qui reste présent et
qu'il va falloir tout donner pour pouvoir accéder à l'équipe, quoi. Sachant qu'on avait parlé également avec Charles Emmer qui était venu nous présenter un petit peu le club, qui est coach du Niac avec Loukounil. Charles qui nous avait dit que le Niac accordait de l'importance au fait d'être un club qui représentait un tremplin pour ses joueuses et qui pouvait potentiellement les emmener justement à assouvir leurs ambitions dans le futur. Je pense que comme pour le Niac et pour toi, du coup, ce serait quelque chose de magnifique de rejoindre l'équipe de France et de potentiellement jouer les Jeux. C'est un rêve de gamine, surtout que t'as seulement 21 ans. Ouais, c'est ça. On l'a même pas dit, mais 21 ans, c'est très jeune. Donc t'as de l'avenir devant toi et potentiellement de très belles choses qui vont venir. Oui, c'est ça. Et après, il faut savoir qu'aussi dans notre club, on est 4 autres filles en sportif de haut niveau et qui peuvent également un peu plus jeunes, et dont Lou. Qui sont potentiellement aussi dans le projet et qui pourraient également avoir leur chance pour les Jeux Olympiques. Oui, Lou, c'est la gardienne. C'est la gardienne, oui. Après, on a des plus jeunes, c'est 2002-2005. Parce que c'est vrai que là, en ce moment, en équipe de France, ils incitent beaucoup les jeunes pour l'avenir également. Et donc, nous, on en contient dans notre club et on aimerait bien qu'elle puisse aller haut aussi. Ce serait magnifique. Oui. En tout cas, t'as seulement 21 ans, mais t'es déjà expérimenté dans ta discipline. Tu l'as dit, t'es au Niac depuis 2016, donc t'es une des plus anciennes du club. C'est ça. Déjà, qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça t'apporte des choses de te sentir? Est-ce que tu te sens un petit peu plus expérimenté? Est-ce que t'apportes des choses à tes coéquipières qui viennent d'arriver dans l'équipe? Est-ce que t'as un rôle un peu de leader du coup du fait que t'es là depuis 2016? Je pense que oui, et c'est vrai que à l'entraînement, je suis toujours là à donner des conseils avec mon expérience et aussi avec d'autres joueuses qui sont plus expérimentées, qui ont fait de l'équipe de France par le passé. On aide les nouvelles, les jeunes à venir de notre club. On les aide, même pour nous dans l'équipe, dans le jeu. Je suis toujours là à donner des petits conseils pour apporter quelque chose. Après, il n'y a pas que moi non plus. Bien sûr. Mais oui, c'est vrai que je suis je pense un pilier, je vais dire, de l'équipe, Bien sûr, sans vantardisme ni rien. Parce que aussi, oui, ça fait 11 ans que je pratique le water-polo. Et je pense que ça aide beaucoup aussi les autres et que ensemble, le collectif ensemble, monte grâce à ça et aussi grâce à notre force ensemble. C'est plus facile évidemment de transmettre son expérience quand ça fait longtemps qu'on pratique le sport et quand t'es au club depuis 2016. Dernière question un petit peu loufoque. J'ai l'habitude de la demander à tous les sportifs que je rencontre. T'es à Nancy depuis 2016, donc tu connais bien les supporters nancéens. Il y a eu la pandémie, c'était assez galère du coup vu que vous avez joué devant personne, etc. Là maintenant, c'est le retour un petit peu des publics, même s'il y a la restriction des passes sanitaires et que on est toujours un petit peu contraint de porter des masques ou tout ça. Mais qu'est-ce que ça te fait de retrouver le public nancéen du coup là pour le match de demain par exemple contre Lille, même si tu l'as déjà retrouvé contre Bordeaux? C'est vrai que ça fait toujours ça donne un peu plus de niaque supplémentaire et c'est vrai qu'on est super content de retrouver le public parce que même si il y en avait beaucoup avant, les personnes continuent à venir nombreux. Même là on a un peu des problèmes techniques de gradin, mais même sans ça, on arrive à avoir au moins une 50aine de personnes, voire plus, qui assistent à nos matchs et c'est vrai que l'ambiance est différente et ça donne plus envie de montrer ce qu'on vaut et qu'on peut gagner, qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. Ça donne forcément plus de hargne. En tout cas, on donne rendez-vous justement à tous nos auditeurs pour aller voir le match demain contre Lille. C'était un plaisir de faire cette émission avec vous. Merci Anaïs, merci Sonia d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation. Merci à Daniel qui était comme une fois présent et pertinent. Merci Jean-Luc à la technique. Et chers auditeurs, je vous remercie également d'avoir écouté pendant 1 heure. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour reparler de sport à nouveau. À bientôt l'équipe. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org